Troisième édition de la Journée internationale de l'identification, c'est Koudgou dans la région du Centre-Ouest qui a abrité la cérémonie officielle de la célébration. Comment résoudre la crise sécuritaire à travers l'identification de tous les Burkinabés? La question a été abordée, des propositions ont été faites dans ce sens. Tous les détails en début de journal. Rentrée scolaire 2022-2023, le ministère en charge du commerce lance l'opération de contrôle des prix des fournitures scolaires. Objectif, éviter l'inflation illicite des prix des fournitures avec la rentrée des classes qui s'annonce. Le ministre Abdoulaye Tall précise que la marge des prix ne doit pas dépasser 20%. Et puis dans ce 20h, retour sur les faits marquants du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Aujourd'hui marque l'ancêtre du putsch perpétré par le général Gilbert Diendéré. 4 ans après les faits, soit en 2019, le verdict du procès a été dévoilé. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, accusés d'être les principaux instigateurs, sont condamnés respectivement à 20 ans et à 10 ans de prison. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur True TV. Troisième édition de la Journée internationale de l'identité à Koudgou dans la région du Centre-Ouest. C'est le ministre en charge de la sécurité qui a présidé ce 16 septembre à la cérémonie officielle. Plusieurs activités ont ponctué cette célébration. Opération de délivrance de CNIB, cérémonie de récompense d'acteurs de l'identification et un panel. Des propositions ont été faites pour faire face à la crise sécuritaire à travers l'identification de tous les Burkinabés. Abdourahim Nienye de retour de Koudgou. L'un des temps forts de la célébration de la Journée internationale de l'identité qui s'est tenue à Koudgou, c'est la reconnaissance des efforts des personnes physiques et morales engagées en faveur de l'identification. La commune de Koudgou a reçu un trophée pour la première place qu'elle occupe au Burkina Faso en termes de taux de personnes identifiées depuis 2005. Le ministre en charge de la sécurité a salué tous les acteurs de cette commune et a estimé que des défis restent à relever pour atteindre l'objectif qui est la garantie d'une identité juridique pour tous d'ici à 2030. Et nous savons que, compte tenu des problèmes de sécurité, plusieurs personnes ne sont plus en possession de leur carte nationale d'identité. Nous avons les PDI qui sont dans cette situation et ensemble avec le ministère de la Justice et le ministère en charge donc de l'identifiant et de l'état civil, nous prenons des dispositions, nous posons des actions pour que personne ne puisse se promener sans une pièce d'identité. Et cela est très important pour les PDI, pour leur permettre même de s'intégrer rapidement dans la population. Cette troisième édition de la Journée internationale de l'identité autour du thème Continuum État civil identification, facteur de lutte contre l'insécurité au Burkina Faso, a permis de faire des propositions pour relever le défi sécuritaire. Il faut lier donc la stratégie nationale sur l'identification à la stratégie sur l'état civil. Et cela nous permettra donc à terme d'aboutir à l'identifiant unique que tout le monde appelle de tous ses voeux. Il faut se battre pour que tout le monde puisse avoir une pièce d'identité, de façon à ce que nous puissions donc faire la distinction entre ceux qui nous combattent et ceux qui combattent les terroristes. Et l'une des recommandations, c'est donc de réduire le temps de délivrance, le temps qu'ils mettent pour délivrer la carte d'identité. Et je pense que l'ONU a pris bonne note et s'attellera à ce que ce soit ainsi désormais. À l'occasion de la célébration de cette journée internationale de l'identité, une campagne de délivrance de cartes nationales d'identité burkinabé a été menée dans plusieurs localités du 12 au 16 septembre. Le ministre de la Sécurité a par ailleurs inauguré 2 nouveaux centres de collecte à Koudgou et annoncé l'ouverture cette année d'une antenne de l'ONU à Koudgou pour la production des CNIB sur place.
Dans la nuit de ce jeudi 15 septembre, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a effectué une visite au centre de composition des concours directs et professionnels. Objectif, encourager les équipes de l'organisation et d'administration des concours et s'imprégner des réalités du terrain. À l'issue de la visite, le ministre a salué les efforts du personnel mobilisé et s'est dit satisfait de la qualité de l'organisation de ces concours. Maxime Joël Bambara, images et commentaires. En visite à l'École nationale d'administration et de magistrature dans la nuit de ce jeudi 15 septembre, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale est venu encourager les équipes de l'organisation et d'administration des concours directs et professionnels. Pour des questions de confidentialité, les caméras ne sont pas autorisées dans la salle de composition où sont mobilisés les experts. Au nombre de 12, ils sont chargés de choisir 40 questions de spécialité et 20 questions de culture générale pour chaque concours. Donc nous avons près de 12 concours et il y a 12 experts dans la salle qui sont en train de chacun statuer sur ce qui le concerne. Avant la visite du ministre, on a eu le Premier ministre ici, encore le ministre de la nuit. On est conforté parce que quand vous êtes en train de travailler dans cet environnement et que les premiers responsables vous appuient, en ce moment, tout le monde comprend que c'est quelque chose d'intérêt national et que le fait que les techniciens qui sont là quittent chez eux à 5 h du matin et retournent autour de 24 h, c'est pour la bonne cause. Donc ça nous va droit au cœur que le premier responsable du département vienne de nuit, c'est pas la journée, il vient de nuit constater ce que nous faisons effectivement ici. Après la salle de composition, le ministre Bassolma Bazié a également visité la salle de surveillance. Ici, tous les mouvements des candidats sont contrôlés grâce aux caméras de surveillance. Ici aussi, on a un autre lot de caméras qui nous permet de voir toutes les salles. Mais actuellement, comme la lumière est éteinte, ce n'est pas bien visible. Le ministre s'est dit rassuré du dispositif mis en place pour éviter d'éventuels cas de fraude. Je suis hautement rassuré parce que les ressources humaines qui sont déployées ici, c'est sur la base d'abord de leurs compétences, de leur niveau de moralité, de la confiance que nous vraiment dévolus en eux. Donc de ce point de vue, ce n'est pas la première fois qu'ils le font, même si l'équipe peut-être s'est étoffée cette année en termes de ressources humaines, mais aussi en termes de moyens. Des années antérieures, je pense qu'on était autour de 300, 400 ordinateurs. Cette année, avec la volonté, on a pu mobiliser 1019 ordinateurs. Certes, ça n'a pas pu déployer l'ensemble du terrain de sorte que les gens ne puissent pas se déplacer d'une zone à une autre, mais ça a pu permettre de limiter la subdivision d'un groupe en plusieurs entités qui vont composer successivement. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale s'est réjoui par ailleurs de la qualité de l'organisation de ces concours. Plus de 2 millions de candidats sont enregistrés et le ministre Bassolma Bazié rassure quant aux dispositions prises pour minimiser l'impact du déroulement de ces concours sur la rentrée scolaire. Développement maintenant du deuxième grand titre de ce 20h. Le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises a procédé ce vendredi 16 septembre au lancement du contrôle des prix des fournitures scolaires. Jusqu'à la rentrée scolaire 2022-2023, les agents contrôleurs procéderont au contrôle des prix des fournitures auprès des vendeurs de fournitures scolaires, grossistes, demi-grossistes et détaillants afin d'éviter toute inflation illicite. Une sortie terrain a d'ailleurs été effectuée avec le premier responsable du département ce vendredi, Yassine Sawadko. Comme à chaque rentrée scolaire, la tradition a été respectée, celle du contrôle des prix des fournitures scolaires. Le département en charge du commerce, conscient d'une éventuelle inflation illicite du prix des fournitures scolaires, se met en ordre de bataille en lançant le contrôle chez les grossistes, demi-grossistes et détaillants ce 16 septembre et ce jusqu'à la rentrée académique. Comme vous le savez, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. La vie est déjà suffisamment difficile pour le peuple burkinabé, notamment avec le taux d'inflation qu'on connaît, le prix des denrées alimentaires, les coûts du carburant et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, avec l'approche de la rentrée, le principal défi ou le défi majeur pour chaque père de famille, chaque mère de famille, c'est de pouvoir inscrire son enfant et de lui trouver les fournitures. Le lancement donné, place au contrôle. On sait que vous êtes une entreprise, que vous employez des gens,
que vous payez des impôts. Et donc vous devrez vivre pour pouvoir continuer à payer des impôts et à payer des salaires. Donc à ce titre, on n'a aucun problème. Mais aussi, il y a une population dehors qui souffre déjà et qui compte sur vous dans tout le respect de la loi pour que les fournitures soient appliquées. Dans cette boutique de grossistes à Koulba, l'équipe de contrôle, avec à sa tête le ministre en charge du commerce, effectue les premières vérifications. Cahiers, livres, sacs, bics, bref, tout est contrôlé. Et à la fin, une notification est remise au premier responsable. Dans cette note, ce dernier est invité à communiquer le prix au plus tard le 19 septembre à 9h. Une autre escale, mais là chez un détaillant. Ici, aucun prix n'est fixé. Le responsable lui-même donne les différents prix des fournitures scolaires. Il y a un pot complètement par Le prix, ça fait combien? 2 livres? Sur des broderies, combien? son armoire. 1250 le livre. Même si, entre-temps, il est remonté contre les contrôleurs. Il est lui aussi sommé de se présenter le 19 septembre avec tous les documents. Nous tentons de lui arracher quelques mots, mais impossible. Il vient de recevoir un coup très dur pour manque de documents de commerce et peut être passible de sanctions. Nous constatons que pour aucun article les prix n'ont été affichés, ce qui est assimilable à une pratique illicite du prix. Ça veut dire que derrière le fait de ne pas publier peut se cacher l'idée de vendre plus cher. En tout cas, il va venir avec ces documents. C'est la première infraction d'abord qu'on a décelée à lui comme cela. Mais comme on a demandé des factures d'achat, il va nous communiquer ses factures d'achat et on va vérifier, voir est-ce que ce qu'il a dit qu'il vend les prix et ce que sur ces factures d'achat-là, ce qui a été écrit là-bas, on va comparer pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres infractions aussi. Jusqu'à la rentrée académique, les agents contrôleurs iront dans toutes les boutiques pour faire respecter les prix des fournitures scolaires selon la marge définie par la loi qui est de 20%. Pour le ministre en charge du commerce, tout contrevenant court une sanction, laquelle prévue par la loi. Il invite par ailleurs tous les consommateurs à dénoncer tout cas de pratique illicite en appelant au numéro vert suivant 80 00 11 84, 80 00 11 85 ou le 80 00 11 86. Toujours dans le secteur de l'éducation, le Burkina Faso connaît actuellement l'une des crises les plus préoccupantes au monde, la crise sécuritaire, avec son corollaire de conséquences, parmi lesquelles le droit à l'éducation des enfants mis à rude épreuve. Dans quelques jours, les élèves feront leur rentrée scolaire, une rentrée incertaine pour certains élèves déplacés internes. Qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement pour que tous les enfants aient droit à l'éducation? La question a conduit nos reporters au secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence. Vous entendrez dans le prochain élément les stratégies mises en place par le gouvernement pour résoudre cette difficulté. C'est un reportage de Mamidriana Kamabo. Selon le rapport du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, plus de 700 000 élèves du Burkina Faso sont en situation d'urgence. 4 258 établissements sur l'ensemble du territoire national sont toujours fermés et pourtant la rentrée scolaire 2022-2023 est prévue pour ce 3 octobre, soit dans exactement 2 semaines. Que faire donc pour que ces élèves bénéficient de leur droit à l'éducation? C'est pour répondre efficacement aux besoins urgents de scolariser ces enfants déplacés, vulnérables et ceux des communautés démunies que le ministère en charge de l'éducation nationale et ses partenaires techniques et financiers ont mis en place un certain nombre de stratégies. Nous sommes en train de nous organiser pour voir avec les directeurs régionaux comment on accueille ces élèves-là dans les structures d'éducation qui sont ouvertes et dans les zones de repli. Et comment, en tout cas, nous organiser avec les communautés, comment redéployer les personnels enseignants pour assurer la continuité éducative de ces élèves-là. Chaque mois,
Cette structure, rattachée au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, produit des rapports sur la base des données collectées sur le terrain afin de permettre la réinsertion d'élèves déplacés internes. Des mécanismes sont par la suite mis en place par le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, selon la première responsable. Là où ce n'est pas possible que les enseignants y aillent, nous recrutons ce qu'on appelle des enseignants communautaires et le ministère leur donne une prise en charge de 120 000 francs par mois. Et pour que ce sont des volontaires de ces localités ou bien des localités voisines qui peuvent y accéder, y rester et s'occuper des enfants qui y sont. Il y a aussi l'éducation par la radio. Il y a un adulte qui est là et il y a une dotation en radio qui permet de suivre les apprentissages à travers la radio sous le lead d'un adulte. Beaucoup d'ONG et beaucoup d'associations nous aident dans ce sens-là. À cela s'ajoute, selon Germaine Caboret, la formule de système multigrade et la formule de double vacation. Le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, dans la mise en œuvre de ces actions, est confronté à une difficulté majeure, celle de l'identification d'élèves déplacés internes. Un élève qui s'est déplacé, par exemple à Kayaville, après il quitte pour venir à Ouagadougou, nous pouvons dire qu'il a quitté l'école. Pourtant, peut-être qu'il est venu se réinscrire à Ouagadougou. Donc c'est ce système-là que nous n'avons pas. Et nous essayons de mener une réflexion et une étude pour voir comment on peut avoir un identifiant unique pour les élèves et suivre leurs traces. En plus des élèves, les enseignants ne sont pas épargnés à la situation sécuritaire. Selon les données officielles, plus de 20 000 enseignants ont déserté les classes. Un problème pris à bras le corps par le ministère de l'Éducation nationale à travers le redéploiement de ces enseignants dans d'autres zones plus sécurisées. Tout autre chose dans ce 20h, la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou a tenu sa toute première session ordinaire ce 16 septembre 2022. Au cœur des travaux, l'examen et l'adoption du projet de compte de gestion 2021 ainsi que des projets de budget supplémentaires à gestion 2022 de la commune de Ouagadougou. C'est mon ouverture de cette session ordinaire avec Fatima Tanikema dans ce téléma. Cette première session ordinaire de la délégation spéciale de la ville de Ouagadougou est majoritairement axée sur le budget. Il s'agit entre autres de l'examen et l'adoption du projet de compte de gestion 2021 ainsi que des projets de budget supplémentaire gestion 2022 de la commune de Ouagadougou. L'administration étant une continuité, c'est vrai que nous on n'était pas là en 2021 ni une partie de 2022, mais nous avons l'obligation d'examiner les budgets que les précédents, ceux qui nous ont précédés, ont exécutés pour voir est-ce que ça se conforme aux normes d'exécution budgétaire, sinon comment il faut l'ajuster. Était également à l'ordre du jour de cette session la présentation des grandes orientations du budget primitif gestion 2023 de la commune de Ouagadougou. C'est donc l'occasion, selon le président de la délégation spéciale, de débattre des actions à mener par la mairie au profit des populations. Nous sommes aujourd'hui face à un contexte sécuritaire un peu très tumultueux, que ce soit dans la sous-région, que ce soit un peu au-delà. On a des contraintes. Donc, à l'occasion de cette session, il faudra voir les contraintes qui s'opposent à nous et comment faire aussi pour regarder, ajuster, pour que nous puissions exécuter ce que nous allons prévoir. Parce qu'une chose est de prévoir, mais une chose aussi est de pouvoir l'exécuter en tenant compte des difficultés majeures de ces temps-ci. Il était également question lors de cette session de l'examen et l'adoption d'un projet de délibération portant autorisation de signature d'un protocole d'accord entre Expertise France et la commune de Ouagadougou. L'objectif visé est l'amélioration de la gestion des finances publiques de la commune. Alors que le pays sortait d'une période trouble à la suite de l'insurrection populaire et en chassé du pouvoir le président Blaise Compaoré, un coup d'État intervient le mercredi 16 septembre 2015. Porté par le Conseil national de la démocratie CND, dirigé par le général Gilbert Diendéré, le coup d'État aura duré moins de 10 jours. Cette année, jour pour jour après, ce coup d'État retourne sur les grands faits marquants dans cet élément de Serge Caboret.
Nous sommes le mercredi 16 septembre 2015, jour dédié à l'hebdomadaire Conseil des ministres au palais de Kosiam, lorsque des militaires du régiment de sécurité présidentielle RSP font irruption dans la salle et interrompent le Conseil des ministres. L'ensemble du gouvernement, dont le Premier ministre et le Président, est fait prisonnier. Un peu plus tard dans la soirée, les militaires libèrent la majorité des membres du gouvernement, mais retiennent en otage 4 personnes, le président de la transition Michel Kafando, le premier ministre Yacouba Isaac Zida, le ministre de la fonction publique Augustin Loada et celui de l'urbanisme René Bagoro. Très vite, les choses s'accélèrent, la rumeur du coup d'État gagne les artères de la capitale et la nuit tombe sur Ouagadougou. Au lendemain, sur les antennes de la télévision nationale, le lieutenant-colonel Mamadou Bamba annonce la prise de pouvoir par le Conseil national de la démocratie CND avec à sa tête le général Gilbert Diendéré. Le Conseil national de la démocratie annonce 2 objectifs principaux. Reconstruire démocratiquement le pays à travers l'organisation des élections présidentielles et législatives et rassurer les acteurs régionaux que les accords engageant le Burkina Faso étaient maintenus. Après cette annonce, un couvre-feu est instauré de 19h à 6h et les frontières terrestres et aériennes sont fermées. Dans la foulée, des manifestations anti-putschistes sont observées à Ouagadougou et se propagent dans les autres villes du pays du Burkina, notamment Bobo-Dioulasso, Fadangourma et Yako, où la maison du général Gilbert Diendéré est incendiée. La montée des tensions entre les manifestants et les membres du régiment de sécurité présidentielle oblige le président du CND Gilbert Diendéré à annoncer l'anticipation des élections présidentielles et législatives initialement prévues le 14 octobre 2015 ainsi que la libération des otages. De son côté, le président du Conseil national de la transition, Chérif Sy, annonce à travers une radio clandestine qu'il prenait la tête du pays en attendant la libération du président Kafando. Il tente ainsi de s'opposer à la prise de pouvoir de Gilbert Diendéré et demande au chef d'état-major des armées de prendre toutes les dispositions pour arrêter cette forfaiture. Le 18 septembre 2015, les otages sont tous libérés sauf un, le premier ministre Yacouba Isaac Zida, qui est assigné à résidence. À la même date, le président sénégalais Macky Sall, également président de la CEDEAO, et le président béninois Boni Yayi sont dépêchés dans la capitale pour relancer le processus de transition à travers des négociations. Du côté des populations, le coup d'État ne passe pas. Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudgou, Fadangourma et bien d'autres villes du Burkina sont en ébullition avec les civils dans les rues. Le 20 septembre 2015, la médiation de la CEDEAO, comprenant le président sénégalais Macky Sall et le président béninois Boni Yayi, assisté du représentant de l'ONU en Afrique, Mohamed Ibn Chambas, et les représentants des putschistes et de la société civile, se rencontrent dans un hôtel pour négocier et trouver un plan de sortie de crise. Au soir du 21 septembre, des unités militaires loyalistes qui soutiennent le gouvernement de transition encerclent le palais où résident les putschistes. 48 heures après, soit le 23 septembre 2015, le président de transition Michel Kafando reprend la tête du pays après un accord entre l'armée loyaliste et les putschistes. Il annonce par ailleurs le rétablissement du gouvernement de transition. Le même jour, le général Diendéré annonce la fin du coup d'État et ajoute que le plus gros tort avait été de faire ce putsch lors d'une déclaration à la presse. Il se déclare prêt à répondre de ses actes devant la justice et annonce le désarmement du régiment de sécurité présidentielle à l'origine du putsch. 4 ans après les faits et à l'issue de près de 18 mois d'audience, le verdict du procès du coup d'État manqué est tombé. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, accusés d'être les principaux instigateurs du coup d'État, sont condamnés respectivement à 20 ans et 10 ans de prison ferme. Dans la suite de cette édition, le nouveau bureau exécutif national de la Fédération de la filière des arts plastiques et appliqués a été officiellement installé. La passation de charges a eu lieu le jeudi 15 septembre dernier à la Confédération nationale de la culture. Composée de 16 membres actifs, cette fédération entend mutualiser les acquis des divers acteurs de la filière arts plastiques et appliqués qui, malgré leur savoir-faire, ont du mal à se positionner au Burkina Faso et à l'international. Gladisda avec la voix de Fatima Tanikema.
Suite aux élections issues de l'Assemblée générale de la Fédération de la filière des arts plastiques et appliqués FEFAPA le 30 mai dernier, le nouveau bureau exécutif national est connu. C'est le styliste modéliste créateur de mode Georges Bayala qui a été hissé au rang de président de la FEFAPA Burkina Faso. Le président sortant Moumouni Savadogo a officiellement passé le filet à Georges Bayala et ses camarades le jeudi 15 septembre. Il encourage de ce fait le bureau entrant à initier des projets afin de promouvoir la culture burkinabé au-delà des frontières africaines. Nous serons toujours là à les accompagner, à les prodiguer les conseils qu'il faut et nous serons toujours présents pour les soutenir. Voilà. C'est avec plaisir. Et dans une démocratie, il faut suivre la règle. Et au niveau des associations, nous devons aussi faire pareil. Et si vous voyez aujourd'hui au niveau de la FEFAPA, qu'il y a une transition, au niveau de nos associations et d'autres entités aussi, il faut qu'il y ait cette transition-là pour que les choses soient au même diapason, au même niveau et que ça puisse continuer parce qu'on n'est pas indispensable, comme on le dit. On est tous passagers et tout, et il faut passer les choses quand il le faut et au moment où il faut. Georges Bayala, quant à lui, dit être conscient des gros défis qui se présentent à lui. Il espère par ailleurs les relever en amont avec l'aide non seulement du bureau sortant, mais aussi et surtout du bureau en place. Les attentes sont, on peut dire énormes, mais pas forcément énormes. J'ai dit que quand on met un enfant au monde, on l'entretient afin qu'il puisse prendre son destin en main. Alors quand on a créé la FEFAPA, à ma connaissance, nous n'avons pas eu forcément de fonds pour permettre à la FEFAPA de commencer ses premières activités. Et vous comprenez qu'à ce niveau, c'est difficile. Voilà, il faut courir après les fonds et autres, ça prend du temps. Or, pourtant, les mandats sont limités. Donc, nos attentes sont vraiment énormes. C'est de dire à nos ministères de tutelle que l'idée de créer la FEFAPA est une très bonne idée d'ailleurs. Vous voyez qu'on est tous rassemblés ici. Mais ce qui fera encore bien pour pouvoir nous permettre d'encore aller plus loin, c'est de nous donner un peu de moyens pour pouvoir nous activer nos activités comme on dit. En rappel, la FEFAPA a été créée le 29 juin 2015. Depuis lors, elle entend mutualiser les acquis des divers acteurs de la filière arts plastiques et appliqués qui, malgré leur savoir-faire, ont du mal à se positionner au Burkina Faso et à l'international. Il faut aussi souligner que cette fédération est composée d'une pléthore d'organes et d'instances, notamment l'Assemblée générale, le Bureau exécutif national, le commissariat aux comptes et les coordinations régionales de la FEFAPA Burkina Faso. Culture pour refermer ce 20h, elle fait partie des grandes figures de la musique chrétienne au Burkina Faso. Elle totalise 30 années de carrière musicale. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien de la chanteuse Elani Kema. Elle célébrera ce jubilé de perles le 30 octobre prochain au Palais des Sports à Ouagadougou à travers un concert live. Mais avant, elle était face à la presse ce 16 septembre avec son staff pour donner des détails sur cette célébration qui sera pour elle une occasion de rendre grâce à Dieu pour ses 30 années de carrière. Linda Sarakabouri. Nkema Ila Sylvie, cette chanteuse n'est plus à présenter au public burkinabé. Celle qu'on surnomme Elani Kema a commencé sa carrière musicale à l'âge de 10 ans. Elle totalise à ce jour 5 albums. Des albums composés de plusieurs titres comme Kasologne Wende et Yiklafnyage, bien connus de la scène musicale et qui abordent des thématiques telles que l'amour de Dieu et son omniprésence. Trente ans après, la chanteuse marque une pause le 30 octobre prochain au Palais des Sports de Ouagadougou pour, selon elle, rendre grâce à Dieu. Une noce de perles sous le sceau de célébration Ebenezer avec un sentiment de satisfaction. C'est les témoignages qui me reviennent, des conversions, des gens, des âmes qui se donnent au Seigneur. Voilà des témoignages d'action de grâce. Voilà, et beaucoup viennent vers moi pour dire qu'à chaque fois qu'ils écoutent ma musique, ils sont apaisés d'une manière ou d'une autre. Ils sont consolés et c'est ma plus grande joie.
Selon le staff de Hélène Nkiema, ce concert sera exclusivement en live avec une panoplie d'artistes nationaux et internationaux. Une manière selon l'artiste de communier avec les chantres des différents pays et de prier pour la cohésion sociale et le retour de la paix au Burkina Faso. En plus de cela, une partie des fonds récoltés sera dédiée à la prise en charge de plus de 1500 orphelins et enfants vulnérables, annonce Hélène Nkiema. Et pour ce concert, nous allons revisiter tous les albums. Voilà, le premier album a été déjà repris en version live pour tous les fans. Nous allons chanter quelques chants du premier album. Voilà, on va revisiter le deuxième jusqu'au cinquième. Donc c'est pour dire que chacun trouvera son compte à cette célébration. Et la plus grande joie, c'est le nom du Seigneur qui sera glorifié. On a prévu de visiter les personnes démunies, les enfants abandonnés, voilà, et aussi les enfants malades. Donc c'est ce qu'on a prévu après cette célébration. Il y a une partie des fonds qui sera prévue. En rappel, Hélène Nkiema comptabilise 5 nominations au Koundé dans la catégorie meilleur artiste religieux avec un trophée en 2005. En 2002, elle décroche le trophée de l'ONG Credo et un autre trophée à Carrefour Gospel en 2018. On s'arrête là pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce 20h. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau journal. Bonsoir.